Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Cette année, l'exposition internationale des produits de consommation de Chine est marquée par l'instauration d'une série de mesures d'exemption de taxes pour les produits présentés. La foire a lieu dans un contexte où les droits de douane réciproques de Donald Trump suscitent de vives réactions à l'échelle mondiale. Alors, quelle direction le commerce international va-t-il prendre face à ces enjeux? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe et depuis Bruxelles. Bernard De Witt, président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. Bienvenue dans notre émission. Alors, je vais commencer par M. Ding Yifan. Vous êtes économiste. Alors, on voit que Donald Trump a réitéré plusieurs fois pendant la campagne présidentielle et jusque maintenant que les États-Unis ont été, je cite les verbes qu'il utilise, piller, saccager, violer, ces mots qu'il a utilisés pour qualifier l'état déficitaire des États-Unis envers d'autres pays. Alors, quel regard portez-vous sur ces arguments? Si c'est une situation aussi grave, pourquoi ça a duré vraiment pendant des décennies? C'est comme ça que les États-Unis sont dans un état déficitaire envers d'autres pays. Vous avez raison de citer que si la situation est catastrophique pour l'Amérique, pourquoi ça a duré si longtemps? Pourquoi les autres présidents n'ont pas signalé ce problème, n'ont pas essayé de résoudre ce problème, et seulement Donald Trump a voulu en fait enterrer cette situation et ouvrir une nouvelle ère. Et c'est un peu bizarre en fait. Je pense que principalement à cause de deux perceptions de Donald Trump du commerce international, il a une perception un peu difficile, pour ne pas dire erronée, du commerce international. Puis, il a une mentalité un peu vieillot, c'est-à-dire c'est une mentalité du 19e siècle. Il voulait faire une prescription à l'économie américaine avec des remèdes qui datent de l'époque pour soigner les maladies du XXIe siècle. Donc c'est un peu très très particulier. En fait, premièrement, sa perception erronée du commerce international. Lorsque les États-Unis ont eu déficit commercial, ils pensent que c'est la faute des autres partenaires. C'est la faute des autres partenaires. Mais en fait, sur le marché international, il y a un problème de liberté d'achat. Enfin, si quelqu'un, ou si un pays qui achète des produits sur un marché international, c'est parce qu'il en a besoin. Bien sûr, il dit que les autres partenaires commerciaux ont utilisé toutes sortes de mesures pour essayer de pénétrer le marché américain. Ils ont utilisé la tricherie, ils ont utilisé des moyens, disons, plus ou moins trichés de prix pour essayer de vendre des produits aux Américains. En fait, ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas vrai non plus. Si quelqu'un veut vendre un produit inférieur à son prix de production, il va perdre beaucoup de choses. Il va perdre d'abord des profits, de l'argent, de l'investissement et même de l'emploi. Donc, aucun pays ne veut vendre ses produits en dehors ou au-dessous du prix, du coût de la production. Là aussi, donc, l'explication de Donald Trump est un peu bizarre dans ce sens-là. Et pensez-vous que ces mesures, vous avez dit que c'est une mesure utilisée dans le 19e siècle, et ces mesures de droits de douane réciproques, est-ce que ça va résoudre ce problème de déficit commercial? Même au 19e siècle, il n'y a pas de droit de douane réciproque. Le droit de douane réciproque était complètement inventé. A été inventé par des conseillers du président Trump. Si vous voyez la manière dont il a calculé
le taux de ce qu'on appelle le droit de douane réciproque. Et on ne peut pas s'arrêter de rire. Vous pouvez nous expliquer Ils divisent, un petit par peu, exemple, oui. ils divisent l'excédent commercial par le montant total de l'export, puis il en tire un pourcentage. Et puis, il divise le pourcentage en deux. Et là, il dit, voilà, c'est le ratio exact de tarifs que l'Amérique doit imposer à son partenaire. Mais il n'y a pas de raison. On ne sait pas pourquoi ils ont inventé une formule de telle façon à pouvoir imposer un pourcentage de tarifs. Oui, c'est justement ce que je voulais demander. Est-ce qu'il y a une base théorique de cette Non, de ce non, pas calcul? du tout. Aucune raison qui justifie ce genre de calcul. Alors, Monsieur De Wit, quelle est votre réaction en tant qu'entrepreneur européen? Est-ce que c'est une surprise pour vous la façon d'agir de Donald Trump? Je dirais que je ne suis pas entièrement surpris parce que lorsque l'on regarde, on écoute les discours qu'il a tenus pendant la campagne électorale, déjà, il annonçait des choses. Ce que l'on avait espéré, c'est que voilà, il y avait les propos de campagne, comme ça arrive souvent, et puis la réalité s'impose et les gouvernants prennent des politiques un petit peu différentes de ce qu'ils ont pu, je dirais, raconter en campagne électorale. Ici, Donald Trump va même plus loin encore que ce qu'il avait annoncé. Et ce qui nous surprend, nous, Européens, c'est qu'il s'attaque aussi, et je dirais, il s'attaque à la Chine, bien sûr, mais il s'attaque aussi à l'Europe, il s'attaque au Canada, qui sont, je dirais, de vieux alliés traditionnels des États-Unis, alliés sur le plan géopolitique, alliés sur le plan économique, et tout cela est maintenant bousculé. Alors, on a l'impression que le président américain veut mener une politique très protectionniste pour relancer la base industrielle aux États-Unis, pour relancer, je dirais, toute une base de production aux États-Unis, si ce n'est que ça ne se fait pas en un jour, si ce n'est que les bases de production, on n'a pas nécessairement la main-d'œuvre, on n'a pas nécessairement les matières premières, ça risque de plonger le pays dans le chaos, ça risque d'augmenter l'inflation aux États-Unis très fortement, et si le président américain se dit mais je vais jouer aussi la baisse du dollar pour favoriser mes exportations américaines, encore faut-il que sa base industrielle suive, et d'autre part, c'est me semble-t-il, un peu une vue de l'esprit, parce que les autres pays, on le voit maintenant avec la Chine, l'Europe annonce des mesures, on va également lever, je dirais, des barrières, des taxes, des droits de douane dans les autres pays qui sont visés par les sanctions américaines, j'appelle ça des sanctions. Donc, je dirais, c'est finalement tout le monde y perd, me semble-t-il, dans ce genre de calcul, et peut-être destiné à plaire à un électorat très conservateur, mais qui ne va pas dans le sens, je dirais, d'une croissance finalement du niveau de vie dans les pays intéressés. Et Monsieur Denis, justement, Monsieur De Wit a évoqué des conséquences de ces politiques, et je vois que sur l'explication donnée par l'administration Trump, apparemment, ils ont visé à une période difficile, et puis il se dit que c'est le prix à payer pour faire revenir les industries manufacturières. Quel est votre avis? Est-ce que c'est vraiment un remède efficace pour réindustrialiser l'Amérique, et quelles seront les conséquences de ces politiques? En tout cas, c'est une tentative, un vœu aventurière. C'est-à-dire qu'il veut réindustrialiser l'Amérique. Ça, tout le monde comprend. Tout le monde comprend sa logique. Mais là, le problème est de savoir si, par une espèce de révolution, disons, de révolution, donc l'administration Trump
pourrait réellement réintroduire l'industrie aux États-Unis. J'en doute. Et la plupart des économistes américains même en doutent de cette possibilité. Ce que le président Trump est en train de faire ressemble beaucoup à la logique de la thérapie de choc. Ah oui, c'est ce que je voulais... Dans les années 90, au début des années 90, et puis les pays de l'Est, y compris la Russie, a fait appliquer cette thérapie de choc, disons, pour se transformer du jour au lendemain en une économie de marché. On sait très bien ce qui a été passé par la suite. Car l'économie était complètement paralysée. Eh bien, quand on regarde ce que le président Trump est en train d'appliquer, eh bien, l'Amérique risque aussi de connaître ce genre de sort. L'Amérique risque d'être hypnotisée, mais on ne sait pas si elle peut se réveiller après une telle thérapie de choc. Une question assez curieuse, c'est que les États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale qui ont vraiment des élites dans le monde, dans le domaine de l'économie, dans presque tous les domaines. Une politique comme cela, comme vous avez évoqué, qui ne correspond à aucun calcul scientifique ou économique, comment ce genre de politique peut être appliqué? Il ne faut pas oublier que Donald Trump a été élu par un électorat sur un programme dit populiste. Dans ce genre de vague de mouvements populistes, eh bien, surtout en Amérique, ils ont dit que finalement, le savoir, ce n'est pas bon. Le sens commun aurait probablement quelquefois, et le sens commun quelquefois plus important que le raisonnement. Il y a même un proverbe en Amérique à propos de la démocratie qui dit que finalement, mon ignorance vaut aussi bien que votre connaissance. Et pour le mouvement populiste, c'était ça. Mon ignorance est aussi valable que votre connaissance. C'est le drame de ce mouvement populiste. Donc c'est pour ça que quand vous regardez l'équipe qui entoure le président Trump, et c'est vraiment, c'est du jamais vu dans l'histoire américaine. Brièvement, M. DeWitt, quel est votre point de vue sur ces mesures de l'administration Trump sur la relation entre l'Europe et les États-Unis et surtout au niveau commercial? Et je pense que le président Trump et l'équipe qui l'entoure n'aiment pas ce qui est multilatéral. Et l'Union européenne est un exemple type de succès d'une entraide multilatérale. Finalement, l'Europe, la création de l'Union européenne, la création du marché unique ont permis un développement extraordinaire des échanges à l'intérieur de l'Europe. Ici, le président Trump promeut des politiques hyper protectionnistes, promeut un commerce bilatéral d'État à État où on va négocier. Le président Trump ne veut plus de l'OMC finalement, n'a aucune confiance dans les institutions, même comme les Nations Unies, etc. Et donc, l'Union européenne est un petit peu prise là dans son viseur, en quelque sorte, lorsque l'on voit les déclarations aussi du vice-président Vance, ont été extrêmement critiques vis-à-vis de l'Union européenne. La manière dont la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, lors de visites à Washington, la manière dont elle a été traitée, montre bien que, je dirais, on ne souhaite pas, je dirais, des relations apaisées avec l'Europe. Il y a manifestement, je dirais, une fragilisation du commerce entre l'Europe et les États-Unis, comme également avec le Canada. On le voit qui est aussi un allié traditionnel des États-Unis, tout simplement parce que
nous disent-ils, il y a une balance commerciale déficitaire. Mais je dis, on n'a jamais forcé les Américains à acheter les produits européens. On n'est pas arrivé avec des tanks européens aux États-Unis en disant vous devez acheter nos voitures, vous devez acheter, je dirais, nos produits. Maintenant, en appliquant ces droits de douane fort élevés, l'Europe va devoir réagir et on est parti dans une forme d'escalade. Alors, est-ce qu'il y aura à un moment donné des négociations pour limiter les choses? Ce sera à voir. Il y a des répercussions énormes qui se retrouvent et nous, Européens, avons un peu le sentiment d'être un peu au cœur du cyclone. On va devoir nouer peut-être et renforcer d'autres alliances. On va devoir peut-être, je dirais, retendre une main plus ferme à la Chine. On va peut-être devoir viser d'autres marchés, passer d'autres accords avec d'autres régions du monde pour pouvoir continuer à avancer. Je pense qu'il y aura aussi de plus en plus d'accords régionaux qui vont se renforcer et l'Europe peut jouer un rôle là-dedans. Alors, on voit qu'il y a... Comme vous dites, il y a aussi beaucoup d'autres pays dans le monde et il y a d'autres courants. Par exemple, on voit la ville où se tient cette exposition internationale des produits de consommation cette année, l'île de Hainan. Je tourne vers M. Ding Yifan. En fait, l'idée, c'est de faire l'île de Hainan un port franc. Donc, pourquoi cette politique et surtout on voit que cette fois les produits présentés sur la foire vont être exemptés de taxes. Qu'est-ce qui est différent de ces zones d'économie spéciale instaurées au début de l'ouverture de la Chine, qui est un peu connue par tout le monde? Oui, mais l'île de Hainan, c'est un peu particulier. Parce qu'on veut faire de l'île de Hainan un port complètement franc. Cela veut dire que les produits qui sont échangés sur l'île sont hors taxe. Et là, en plus, je pense qu'à la longue, l'île de Hainan va bénéficier aussi, puisque c'est un port franc, va bénéficier de la liberté ou de la libéralisation financière. Donc, il va y avoir un peu plus d'investissement dans les portefeuilles, car l'investissement de portefeuille est limité en Chine. Les investisseurs étrangers ne peuvent pas entrer directement en Chine, faire des affaires sur la bourse de Chine, etc. Donc, seules les institutions financières qualifiées acceptés par les autorités monétaires de Chine sont en Chine avec un plafond d'investissement quotidien, etc. Mais sur l'île de Hainan, il y aurait un peu plus de liberté puisque c'est un port franc. Donc on va faire du Hainan un cas d'expérience, un cas test. Pour avoir plus d'ouverture. La réforme en Chine a toujours commencé par ces points de chute expérimentales. D'abord, on a ouvert 4 villes pour créer des zones économiques spéciales. Dans les zones économiques spéciales, les règles économiques étaient différentes du reste de Chine, mais plutôt en conformité avec ce qu'on appelle les règles internationales, c'est-à-dire à l'époque, c'était principalement des règles appliquées dans les pays développés. C'était ça. Donc ça a commencé petit à petit lorsque la Chine pense que ces règles peuvent être acceptées, même au niveau national, mais la Chine a décidé d'adhérer à l'OMC. Parce qu'à l'OMC, la Chine se sent obligée de faire appliquer ces règles au niveau national. Donc, les zones spéciales économiques n'ont plus de raison d'être. Et à ce moment-là, la Chine a ouvert complètement son marché. Donc, ce sont des étapes suivies dans le processus de la réforme. Et à nouveau, l'île de Hainan est conçue comme un cas expérimental. On veut faire une expérimentation sur l'île
etc. C'est pour ça que la foire des produits de consommation, de luxe, etc., a eu lieu, maintenant a lieu tous les ans sur Hainan. Et je pense que les produits européens pourraient bénéficier de la foire à Hainan. Et effectivement, on voit que même avec ces droits de douane réciproques, j'ai lu dans la presse que beaucoup d'entreprises américaines veulent encore investir en Chine. Ils ne veulent pas que leur plan change. Mais pour les entreprises européennes, effectivement, Monsieur De Wit, comment apercevez-vous ce genre de plateforme comme la foire internationale de produits de consommation? Je dirais, moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique à un moment où la principale puissance économique mondiale veut se replier sur elle-même. La Chine dit, je m'ouvre, je continue à m'ouvrir et je vais plus loin. Et comme vous l'avez dit, professeur Ding, la Chine a toujours pratiqué par des politiques d'essai. On va faire un essai ici, on fait un essai dans cette superbe zone de Hainan, et ça pourra peut-être encore connaître d'autres développements dans d'autres régions. C'est des opportunités pour les entreprises européennes. Moi, je vois l'axe, parce que cette exposition, c'est pas, je dirais, c'est permettre à des entreprises étrangères de présenter leurs produits. Et donc, présenter leurs produits pour atteindre un marché chinois qui reste important. N'oublions pas quand même que votre classe moyenne a augmenté ces 15 dernières années de manière exponentielle. Donc ça fait un public de choix pour des produits étrangers et notamment européens. C'est une politique d'exemption de taxes. C'est, je dirais, une plateforme pour des partenariats locaux. C'est l'occasion de découvrir d'autres entreprises chinoises avec qui former éventuellement des partenariats pour la distribution de produits, pour la coproduction. Donc, c'est intéressant, c'est des opportunités. Je pense que les entreprises européennes vont venir de plus en plus nombreuses. C'est une initiative qui a été prise il y a quelques années, qui se poursuit, qui va continuer à prendre de l'ampleur. Je pense que nous ne pouvons pas l'ignorer. Alors, on voit que, je continue avec vous, Monsieur De Wit, puisque vous avez mentionné voilà, la classe moyenne chinoise qui peut être les cibles des produits européens. On voit que cette année, l'exposition comprend plusieurs zones, par exemple les produits de consommation high-tech et les nouvelles technologies grand public, ou la zone pour la mode et l'art de vivre. Et pensez-vous qu'il y a un changement dans les habitudes de consommation en Chine? Je crois oui. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre justement du consommateur chinois, qui est un consommateur de plus en plus sophistiqué. Ce n'est plus... n'allez pas vendre des balles de ping-pong aux consommateurs chinois. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Et je dirais, à part quelques grands sportifs, ils cherchent autre chose. Nous avons des produits dans le domaine de la haute technologie qui sont recherchés. C'est aussi des produits de la mode. Nous avons la chance en Europe d'avoir de belles marques dans le domaine de la mode, et les acheteurs chinois, mais je dirais, qui ont un certain pouvoir d'achat, parce que cette classe moyenne a un pouvoir d'achat, souhaitent, je dirais, des marques connues, des marques avec de beaux produits. C'est aussi l'essor du e-commerce, comme on dit. C'est l'essor du commerce qui fait que ces jeunes consommateurs, les millennials, comme on dit, vont commander beaucoup par Internet, par, je dirais, avec leur portable, via toutes les plateformes que vous avez développées en Chine, qui sont très importantes. Ce sera, je dis, la consommation facile. Il est très aisé de commander quelque chose, et on a vu l'essor des Alibaba et compagnie. C'est donc là des opportunités énormes qu'offre justement ce commerce électronique qui s'est développé. C'est aussi
parfois la facilité avec laquelle le consommateur chinois, je dirais, renvoie certaines marchandises parce qu'elles ne lui plaisent pas. C'est donc, je dirais, une petite révolution dans les habitudes commerciales que l'on pouvait avoir. Et à Hainan, les entreprises auront la possibilité, je dirais, de poursuivre dans cette voie. Je pense qu'on doit en tenir compte. Le rôle, par exemple, aussi des influenceurs sur les réseaux sociaux est de plus en plus important. Ce n'est pas ma génération, je le dis honnêtement. Moi, j'aime bien encore aller dans un magasin pour sentir un vêtement. Mais je vois avec mes jeunes collaborateurs, je dirais, ils vont commander directement via Internet de beaux vêtements. Et donc, les habitudes changent et on doit s'y adapter. Les entreprises s'y adaptent. Donc, selon vous, M. Ding Yifan, pour conclure notre émission, comment le monde, surtout au niveau commercial, le commerce international, va-t-il évoluer dans les années à venir? Parce que les États-Unis, c'est quand même la première puissance économique mondiale et son action n'est pas vraiment négligeable par les autres. Oui, effectivement, l'Amérique est une puissance économique très forte. Il ne faut pas négliger ses actes. Les actions ou les mesures prises par le président Trump et son équipe pourraient porter un grand mal à l'économie mondiale. Surtout, ça peut provoquer une espèce de panique sur le marché des capitaux. Si vous regardez la bourse dans le monde, non seulement la bourse de New York a connu une chute successive à cause de cette guerre commerciale, mais la bourse en Asie, à Tokyo, à Séoul, à Hong Kong, même ici en Chine, à Shanghai, il y a aussi un bouleversement de la bourse parce que la réaction est devenue plus ou moins irrationnelle à cause de cette guerre commerciale. Donc, à mesure que la guerre commerciale avance, car les autres pays vont prendre des mesures de représailles, telles que la Chine, l'Europe, le Canada, etc. Si la guerre commerciale continue à escalader, à monter, eh bien, ça va porter vraiment des impacts très négatifs à l'économie mondiale. Mais il faut s'y préparer, parce qu'on ne sait pas où va l'administration Trump, où il s'arrêtera, on ne sait pas. On se prépare pour le pire des scénarios, mais on essaie tout de même d'entrer en négociation pour essayer de trouver une solution, une sortie plus paisible. Mais d'un autre côté, il faut s'unir avec des partenaires commerciaux qui veulent continuer à promouvoir, donc, en quelque sorte, la mondialisation économique, y compris l'Union européenne. L'Union européenne est un partenaire très important dans la construction d'un monde multipolaire, mais aussi dans une monde plus ou moins ouverte, donc mondialisée. Et de ce point de vue, je pense qu'on pourrait essayer de faire un effort de faire revivre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est une parfaite plateforme pour le dialogue multilatéral et pour le maintien et le contrôle du commerce international dans son ensemble. Et je pense qu'on va essayer de faire ça. La multilatéralité et le multilatéralisme sera toujours un objectif du gouvernement chinois. Et on essaie de continuer à promouvoir un commerce international normal, équilibré, avec d'autres partenaires si l'Amérique va se retirer du marché international. Alors, je vous remercie, M. DeWitt et M. Ding Yifan, d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Merci. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.